introduire le système nerveux central, je ne trouve pas mieux que d'évoquer son évolution à travers le temps. En effet, ce système est l'un des témoins les plus fidèles de cette évolution-là. Il a accompagné l'évolution de l'ensemble des appareils du corps humain qui nous intéresse, en l'occurrence. Il a accompagné et mémorisé les différentes adaptations aux environnements, aussi bien aquatiques, terrestres, aériens, etc. Les traces d'évolution se trouvent aussi dans l'aspect sédimentaire, aussi bien de la morphologie, donc dans l'anatomie de système nerveux central, que dans ses fonctions qui évoluent chez l'homme aussi, depuis la fonction la plus basique, qu'on la retrouve encore chez l'homme, jusqu'à la fonction les plus élaborées, les plus, qu'on appelle ça, les fonctions supérieures du système nerveux central. On le retrouve encore dans ce qu'on appelle l'anatomie comparée avec certaines espèces animales, où on retrouve une partie du système nerveux central chez ces animaux-là, mais les autres ne se retrouvent pas du fait que l'évolution s'est arrêtée à ce niveau chez eux. Maintenant, pour comprendre la structure et les fonctions du système nerveux central, on va remonter le temps pour retrouver l'origine de ce système-là qui a commencé par la fonction nerveuse il y a 800 millions d'années dans le milieu aquatique. Donc, on va voyager dans le temps et on va remonter à 800 millions d'années où se trouvaient déjà des métazoaires qui n'est autre qu'une agrégation de cellules primitives qui vont se balader dans la mer et qui sont sujettes à des frottements et des agressions externes, aussi bien par les rochers d'à côté que par le frottement entre ces cellules-là, entre les métazoaires, et qui va désagréger et donc qui va léser les cellules qui vont constituer ce métazoaire. Et de ce fait-là, le métazoaire va, et la sélection naturelle fait qu'on va essayer de reconnaître l'agression, et donc les cellules vont tout simplement réagir, non pas réagir, mais de toute façon reconnaître plutôt cette agression-là. Comment ça se fait? Donc tout d'abord, voilà le métazoaire qui est un ensemble de cellules agrégées, transparentes, ce sont des cellules primitives, et l'une de ces cellules-là, ou bien une ou plusieurs cellules, vont se transformer en des cellules qui vont reconnaître une agression. Reconnaître, c'est un mot un peu trop dit à ce stade-là, du fait qu'à ce stade-là, il n'y a pas de reconnaissance vraie, mais tout simplement une dépolarisation. C'est-à-dire qu'il va générer un courant électrique dans cette cellule-là qui est agressée par le rocher ou autre chose. Et la fonction nerveuse est née. Ça veut dire que la fonction nerveuse, c'est une dépolarisation d'une cellule qui est sensible et entraîne une dépolarisation dès qu'on la stimule. Alors maintenant, nous avons des métazoaires avec des cellules qui sont sensibles, c'est très bien, mais ça ne change pas grand-chose. Du fait qu'on a besoin de réagir aussi, de se protéger, d'éviter ces agresseurs aussi. Et donc, on va maintenant passer à un stade plus évolué. Donc là, on est à 800 millions d'années. Presque 100 millions d'années plus tard, on a l'apparition de ce qu'on appelle une différenciation cellulaire. Cela veut dire que ce métazoaire qui commence à prendre du volume, voilà le métazoaire, je reste toujours sur les cellules nerveuses, avec des cellules qui vont reconnaître l'agression et des cellules qui vont réagir par une contraction pour éviter l'agresseur. Et donc, on aura des cellules réceptrices que je schématiserai par en bleu. C'est l'équivalent, mais ici encore, c'est la couleur qu'on va utiliser pour tout ce qui est sensible à ce niveau-là. Donc voilà des cellules qui sont réceptrices, qui vont recevoir l'information, et des cellules effectrices qui vont plutôt réagir à ces agressions-là par une contraction pour éviter l'agresseur et protéger le corps. Donc, des cellules réceptrices, donc là, encore en bleu, ce sera mieux, et des cellules effectrices, avec entre les deux, des cellules qui vont se transformer en de véritables neurones,
neurones qui vont conduire l'influx nerveux ou bien le courant électrique depuis la cellule réceptrice jusqu'à les cellules effectrices. Donc là, par exemple, on va mettre ça en exergue. Et le courant qui est généré par la cellule réceptrice plutôt, excusez-moi, va traverser la cellule intermédiaire, le futur neurone, et transmis à ces cellules effectrices pour se contracter et éviter le danger, donc l'agression externe. Comme ça, on a déjà donc un neurone, bien plutôt un neurone effectivement, pourquoi pas, un neurone, avec une cellule réceptrice et une cellule effectrice. Donc voilà le système nerveux primitif qui est là et qui est né. Bien. Alors c'est très bien aussi, mais il va falloir bien entendu réseauter entre guillemets l'ensemble du corps, l'ensemble de ce métazoaire, réseauter pour pouvoir réagir efficacement, plus ou moins efficacement, aux sécrétions externes. Et donc, on va voir, toujours dans cette marge-là, on va voir un ensemble de cellules réceptrices. Voilà. Avec un ensemble de cellules effectrices. Et un ensemble aussi des cellules intermédiaires, qu'on parlait, de neurones, qui vont joindre les unes aux autres. Pardon, c'est pas là. Et là aussi. Voilà. Comme ça, on a un corps quasiment réseauté. Donc maintenant, je ne marque plus les différents types de cellules, mais tout simplement pour montrer le réseautage, comment ça va se faire. C'est un réseautage direct entre les cellules, effectrices, réceptrices, etc. Alors c'est un réseautage qui a ses limites, du fait qu'à un certain moment, si on compare ça à des ordinateurs, c'est comme si on a 3 ou 4 ordinateurs qu'on veut relier les uns aux autres. Par exemple, là, ce sont des ordinateurs avec un réseau, un fil de réseau, entre l'ordinateur 1 et 2, 2 et 3, 2 et 4, 2 et 5, 3 et 5, 5 et 4, etc., etc. À un certain moment, très rapidement, on va voir un réseau saturé et il ne peut plus supporter d'informations supplémentaires ou encore de connexions supplémentaires. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer maintenant d'organiser ça. Comment organisons ça? C'est tout simplement, et par analogie et métaphore du réseau d'ordinateurs, on va essayer maintenant de créer des petits centres de commande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, là par exemple, on va prendre un ordinateur central qui va être connecté à d'autres ordinateurs. Donc par exemple, l'ordinateur central, le 1, le 2, le 3 et le 4. L'ordinateur central est connecté à tout. Et pour passer par exemple du 4 au 2, on va traverser le central. Et comme ça, on aura moins de câbles, si vous voulez, entre guillemets, de câbles. Mais plus efficacement, on va réseauter et on va relier l'ensemble des cellules ou encore des ordinateurs à cet ordinateur central. Un deuxième groupe, si vous voulez, voilà. Un central 2 qui va être connecté là aussi aux ordinateurs d'à côté. Et si maintenant on connecte le premier au 2, on va pouvoir par exemple relier cet ordinateur à l'ordinateur 1 en passant par le centre 2, le centre 1 et le centre 2. Là plutôt le centre 1 effectivement et l'ordinateur 1. Et comme ça, on aura un réseau plus simplifié et plus efficace, bien entendu, en matière de rendement. Ça se traduit par quoi à ce niveau-là? Par, tout d'abord, un métazoaire qui commence à prendre du volume. Les cellules nerveuses sont regroupées en des centres qu'on appellera des ganglions. Voilà, des ganglions, etc., etc. Encore des ganglions ventraux chez certaines espèces animales. Les ganglions sont reliés entre eux. Voilà. Et ça permet
de couvrir l'ensemble du corps par un réseau simplifié. Alors ça, on commence à avoir une centralisation du système nerveux qui est complètement éparpillé avec des connexions directes. Maintenant, on a une connexion centralisée. Et à ce stade-là, pour simplifier davantage, au lieu d'avoir une connexion de l'ensemble du corps dans l'ensemble des ganglions, on va aussi prendre la peine et prendre plutôt le soin d'organiser le corps en des tranches. C'est-à-dire que ce ganglion-là va s'occuper de cette tranche du corps. Le deuxième ganglion, la deuxième tranche, etc. Et comme ça, on aura cet aspect métamérique. C'est comme si le corps est un ensemble de tranches qui sont superposées, comme une polychinelle. Et là, on retrouvera là aussi cet aspect-là chez l'homme. Plus tard, on va le voir avec la moelle épinière. Donc, ce qu'on appelle l'aspect métamérique. Donc, voilà l'aspect métamérique. Et là, on les retrouve chez ce qu'on appelle les tétrapodes. On commence à avoir une polarisation du corps avec une partie dorsale, partie ventrale, etc. Et par la suite, on va maintenant regrouper l'ensemble des ganglions en une seule structure qu'on appelle ça, on va appeler ça plus tard la moelle épinière. La moelle épinière est apparue avec les vertébrés. Donc voilà, un vertébré avec un cordon qui regroupe l'ensemble des ganglions et qui va s'intéresser à l'ensemble du corps, puis relier l'ensemble du corps entre eux. Et comme vous voyez, ce point-là, par exemple, il peut communiquer avec ce point à travers la moelle épinière. Vous voyez? Et la moelle épinière est apparue. Il y a pratiquement 450 millions d'années. Voyons ce qu'on a jusqu'à maintenant. Un système nerveux primitif formé par une cellule réceptrice qui reçoit l'information, une cellule effectrice qui va réagir à l'information et une cellule nerveuse qui va, bien sûr, relier la cellule réceptrice à la cellule effectrice. Donc ça, c'est le schéma de base du système nerveux central. C'est la connexion entre différentes cellules qui sont spécialisées. Alors, nous avons des cellules réceptrices qui seraient une cellule périphérique, une cellule effectrice qui est une cellule périphérique et un interneurone entre les deux, un neurone intermédiaire qui serait plutôt central, on va le voir plus tard. Et le fonctionnement de ce système primitif est une réponse à un stimulus pour protéger le corps. Donc, il est basé sur l'action-réaction. Ce qu'on appelle ça un réflexe. Et ce réflexe-là, c'est la base, bien c'est le fonctionnement de base primitif du système nerveux qu'on le retrouve chez l'homme dans la moelle épinière. Et on verra plus tard cette application et comment on l'explore même, ce système nerveux primitif chez l'homme dans la moelle épinière. Deuxième chose, c'est que on a commencé à centraliser la fonction nerveuse en des ganglions, puis en un cordon qui est la moelle épinière. Donc, cette partie centrale, qui est la moelle épinière, va être reliée quand même aux organes périphériques, aussi bien de réception que aussi d'action, donc d'effecteurs, organes effecteurs, par ce qu'on appelle des nerfs. Et de ce fait-là, on va diviser le système nerveux en deux grandes parties. Une partie centrale, qui centralise l'information, et une partie périphérique qui relie le central aux organes périphériques. Donc, la moelle épinière reçoit l'information à travers les nerfs périphériques et envoie la commande par aussi les nerfs périphériques. De ce fait-là, on va voir donc un système nerveux central et un système nerveux périphérique. On est arrivé maintenant au stade où le réseautage est simplifié avec des petits centres de commande, voilà, et des organes périphériques, encore des ordinateurs périphériques qui sont reliés à ce centre-là et donc ils vont réagir à
la commande du centre. Mais lorsqu'il y a un stimulus, qui fait quoi? Qui va commander? Et comment il va commander? Ça pose un problème, ce schéma-là. Et donc, jusqu'à maintenant, on va réagir soit de façon saccadée ou en cascade, comme par exemple la polychinelle. Lorsqu'on va stimuler la polychinelle d'un côté, elle va réagir de ce côté-là, et ensuite elle va continuer à réagir avec les autres parties de son corps. Mais ce n'est pas efficace pour un corps qui n'est plus un corps métamérique en apparence, ni en fonctionnel, mais cela reste, comme on va le voir plus tard, au niveau de la moelle épinière. Et donc, qu'est-ce qu'on peut proposer davantage? C'est de créer un super ordinateur de commande central, voilà, qui va agir aussi bien sur le centre C1 que le centre C2. Donc, c'est le super ordinateur qui va permettre, avec des programmes bien établis, lorsqu'il y a un stimulus de 1 qui remonte vers le superordinateur, il a un programme pour donner une réponse adaptée à la stimulation. Alors, ça se traduit par quoi chez les êtres vivants? Par l'apparition, tout d'abord, d'une nouvelle structure, puisqu'en fait, il y a une commande, donc il faut une tête locomotive, l'apparition d'une extrémité céphalique, et on va ajouter aussi, je mets un peu n'importe comment, un corps. Ce qui existe va rester, à savoir la moelle épinière avec ses relations périphériques par les nerfs qu'elle va envoyer et recevoir. Elle envoie une commande et reçoit une information sensitive. Et aussi, au niveau de la tête, vient l'apparition d'une nouvelle structure qui est le tronc cérébral avec le cervelet. Donc, cette nouvelle structure apparaît avec l'apparition de la tête, et donc, elle va tout d'abord jouer le rôle de la moelle épinière pour la tête, du fait que la tête est apparue après la moelle épinière, et donc la moelle épinière ne peut pas commander et être en relation directe avec la tête. Donc, il faut absolument une nouvelle structure qui va le faire. C'est le tronc cérébral qui va le faire. Et de même, ce tronc cérébral va jouer le rôle de la commande centrale de la moelle épinière. Cela veut dire qu'elle va chapeauter la moelle épinière aussi bien sur le plan morphologique, comme vous le voyez ici là, mais aussi sur le plan fonctionnel. Un autre principe du fonctionnement du système nerveux central et de l'évolution aussi, c'est que la partie récente prend le contrôle de la partie qui est plus ancienne. En l'occurrence, ici, voilà, le tronc cérébral va prendre la commande de la moelle épinière. Alors, est-ce que le tronc cérébral a besoin de s'informer de ce qui se passe en périphérie? Bien entendu que oui. Mais par quel intermédiaire? Il ne va pas chercher lui-même à faire des liaisons avec les périphéries pour s'informer. Il a déjà la moelle épinière qui va le faire. Et donc, les informations qui arrivent au niveau de la moelle épinière, maintenant, en plus de la réaction qu'ils vont entraîner, donc dans chaque tranche de moelle épinière, on va voir une réaction qui est un réflexe, elle va aussi informer et envoyer de l'information au tronc cérébral pour lui dire, voilà, ça se passe telle ou telle chose en périphérie. Le tronc cérébral, avec un programme préétabli, c'est-à-dire une connexion particulière entre les neurones, il va envoyer une commande à la moelle épinière pour lui dicter ce qui doit être fait par les nerfs périphériques. Et donc, le tronc cérébral n'est pas en relation directe avec la périphérie, sauf au niveau de la tête, mais il l'est par l'intermédiaire de la moelle épinière. Donc ça, c'est un principe de fonctionnement du système nerveux central. Et on va voir, tout ce qui vient après prend la commande de ce qui existe déjà. Il s'informe par ce qui existe et va prendre la commande de ce qui existe. Alors, ce tronc cérébral, qu'est-ce qu'il va commander exactement? Il va commander deux grandes parties du corps. Tout d'abord, il va commander tout ce qui est muscle, squelettique, etc., les articulations, ce que vous voulez, mais aussi il va commander tout ce qui est viscéral. Le viscéral, le système digestif, l'appareil digestif, l'appareil respiratoire, etc. Ça nous permet de maintenir en vie ce corps-là. Donc, c'est très important aussi de commander ces systèmes-là pour adapter leur apport aux besoins de ce corps qui est le soma. Alors, deux parties, une partie viscérale et une partie somatique. Le viscéral
par les nerfs, aussi par la commande d'un moelle épinière, il va envoyer la commande vers le cœur, le système digestif, etc. Vous voyez, on est jusqu'à maintenant avec une relation directe entre le système nerveux central et les organes périphériques. Je dis maintenant organes, puisqu'en effet, maintenant, l'innervation n'est plus à une échelle cellulaire, mais à une échelle d'organes. Donc, un neurone peut commander ou peut agir sur un ensemble de cellules. Ce n'est plus une seule cellule. Et de ce fait-là, il y a un problème quand même. Pas un problème, mais quand même, pour améliorer ce contrôle-là, on va ajouter un nouveau élément. Cet élément-là, il va agir non pas par les mêmes moyens, mais avec un autre système, un autre moyen, qui est le moyen humoral. Ça veut dire qu'il va, tout d'abord, c'est ce qu'on appelle l'hypothalamus, qui apparaît. Je vais tirer ça en blanc. C'est l'hypothalamus qui apparaît. Bon, thalamus. Voilà, thalamus qui apparaît et qui va sécréter des substances qui sont déversées dans le sang et donc va suivre le système humoral dans le liquide dans le sang et c'est le liquide qui atteint toutes les cellules du corps. Et de ce fait-là, si par exemple une cellule à ce niveau-là a un récepteur à une substance sécrétée par l'hypothalamus, il va capter la substance et il va réagir en conséquence. Voilà, nous avons maintenant deux grands systèmes. Un système qui est plutôt filaire, par les câbles, si vous voulez, par les nerfs, qui est plutôt en macro, qui intéresse plutôt un organe que des cellules, et un deuxième système qui est beaucoup plus diffus, qui va atteindre les cellules mêmes, qui est le système humoral, qui est chapeauté par ce qu'on appelle l'hypothalamus. À l'hypothalamus, bien sûr, va chapeauter aussi toutes les glandes endocrines, et de ce fait-là, on va avoir un système endocrine qui va agir sur le plan humoral sur les cellules. Alors, on est à ce stade-là, au stade qu'on appelle des reptiles. On est à 280 millions d'années, et au stade des reptiles. Si vous avez remarqué, cet être vivant, cet animal, ne réagit que lorsqu'il est stimulé de façon directe. À savoir que le système nerveux ne reconnaît une agression ou encore un stimulus que s'il est directement effectué sur les organes récepteurs, ces organes récepteurs. Et donc, et aussi, à ce stade-là, on est sur des animaux qui sont plutôt des carnivores. Parce qu'en fait, les végétariens, ça apparaît beaucoup plus tard et avec une spécification, c'est l'apparition de certaines bactéries au niveau de l'estomac qui permettent de digérer d'abord les végétaux et transformer ces végétaux en des substances qui peuvent être utilisées par le corps pour produire de l'énergie. Et donc, on a un problème à ce niveau-là. C'est que ces carnivores-là sont aussi bien des proies que des prédateurs. Donc, ils vont chercher leur nourriture et aussi se protéger contre leurs prédateurs. Donc, c'est la loi de la jungle à ce stade-là. Et donc, on a besoin d'un système qui nous informe à distance, sans contact, soit qu'ils informent qu'il y a une proie à chercher pour manger, pour subsister et se maintenir en vie, ou encore d'un prédateur pour se protéger et prendre la fuite parfois. Alors, ce système-là a commencé par, ce sera le futur organe de sens, ça a commencé par l'olfaction. Parce que dans le milieu aquatique, il n'y a que l'olfaction qui peut, en effet, jouer ce rôle de communication à distance. Alors, l'olfaction est apparue avec, bien sûr, l'olfaction, il va falloir aussi déchiffrer ce qu'on a senti, donc l'odorat, et aussi, il faut avoir une mémoire pour pouvoir décrypter l'information reçue par l'olfaction. Et à ce stade-là, on va voir donc
le système primitif, à savoir la moelle épinière, comme la première partie apparue, le tronc cérébral qui est apparu plus tard, avec le cervelet comme moyen d'équilibration dans la circulation dans l'eau, pour commencer, l'hypothalamus, et au-delà de ça, on retrouve une nouvelle structure que je mettais en blanc, qui est tout d'abord un gros bulbe olfactif, donc pour sentir les odeurs, avec l'ébauche d'un cortex cérébral qui va recevoir l'information olfactive, puisqu'en fait, c'est une nouvelle apparition. Le tronc cérébral ne peut pas recevoir l'information provenant de l'olfaction, parce qu'en fait, il est apparu avant l'olfaction. Et de ce fait-là, on a besoin d'une autre structure pour décrypter l'information provenant du bulbe olfactif, donc de l'olfaction. Alors, cette nouvelle partie qui est apparue, c'est un cortex cérébral, donc cortex cérébral, ou encore le cerveau, tout court, le cerveau primitif cérébral, avec un bulbe olfactif, donc l'apparition de l'olfaction. Voilà. Et bien entendu, on a besoin aussi d'un système qui nous permet de mémoriser les expériences pour pouvoir réagir de façon beaucoup plus adaptée et apprendre en effet à réagir dans son environnement et donc de se protéger de cet environnement qui est très souvent hostile. Et de ce fait-là, on aura l'apparition donc d'une partie qui va être consacrée à la mémoire. On va mémoriser l'olfaction, les odeurs qu'on va sentir, les odeurs des proies et les odeurs aussi des prédateurs. Et à ce stade-là, on va voir ce qu'on appelle un système limbique qui apparaît, qui est un véritable cerveau végétatif, en effet. Alors, ce système limbique-là, il a, bien sûr, mis à part la mémoire, qui est très importante à ce stade-là, et aussi, c'est un tournant évolutif très important dans l'évolution des espèces, le système limbique. Il va aussi emmagasiner un certain nombre de fonctions, végétatives toujours, mais des fonctions vitales. Tout d'abord, il va emmagasiner la faim, de sentir faim, la faim, pour pouvoir manger et aussi produire de l'énergie pour subsister. Il va sentir aussi le désir sexuel, du fait qu'à ce stade-là, on est déjà chez les mammifères, et donc on a besoin pour la perpétuité de l'espèce de se coupler et bien sûr de produire des enfants ou des bébés plus tard par l'accouplement. Donc le désir, la faim, la peur. La peur, ça va générer une réaction générale du corps pour se protéger contre le prédateur. Et aussi de satisfaction pour couper en effet l'ensemble de ces éléments-là. Tout d'abord, la peur s'arrête parce qu'il n'y a plus de raison d'avoir peur. La faim s'arrête aussi lorsqu'on a plus faim, donc on a mangé assez pour pouvoir produire l'énergie nécessaire. Et aussi le plaisir sexuel, une fois que c'est fait, donc on n'a plus besoin de s'accoupler de façon continue pour pouvoir perpétuer l'espèce en question. Donc voilà l'apparition du cerveau primitif, donc qui va décrypter les informations olfactives pour l'instant, et on va voir aussi qu'il va recevoir l'information à partir du reste du corps, et le système limbique qui est intégré en effet, qui fut partie intégrante de ce cerveau primitif, et qui va bien sûr représenter ce qu'on appelle le cerveau végétatif du corps, alors de l'animal. Alors ce cerveau-là, avec le cerveau humoral, donc un cerveau plutôt nerveux, avec un cerveau humoral, donc ça c'est aussi, ça fonctionne de façon concomitante, donc il va envoyer les informations aussi bien vers l'hypothalamus, donc pour généraliser la fonction, par exemple la réaction de la peur, où on va voir une réaction cardiaque, par exemple le rythme s'accélère, on commence à voir un réchauffement du corps, On voit aussi quelques tremblements, des tubes qui s'érigent, etc. Et aussi, sur le tronc cérébral, puisqu'on a à ce niveau-là aussi des centres nerveux qui vont être connectés directement par les nerfs vers l'ensemble des organes qui vont, bien sûr, réagir à cette peur-là, par exemple, ou plaisir ou autre chose, bien entendu.
Bien, donc on va avancer maintenant dans l'évolution. On a vu jusqu'à maintenant l'apparition de ce système limbique, qui est un élément très important, fondamental. C'est un tournant aussi dans notre vie et dans notre développement, couvert par un cortex primitif. Alors, je dis ça chez l'homme. Donc voilà, chez l'homme, chez les animaux plutôt. Voilà, avec moelle épinière transcérébrale, l'hypothalamus, le bulbe olfactif, voilà, avec le cerveau primitif qui couvre déjà le système limbique. Alors chez l'homme, ce système limbique-là, c'est le système de vote, c'est notre cerveau émotionnel. Donc à ce niveau-là, on a toutes les émotions qu'on peut avoir dans notre vie. Et d'ailleurs, on va voir à ce niveau-là notre sentiment de tristesse, de joie, de satisfaction, de plaisir, de faim, etc. De colère aussi. Donc tout cela se passe au niveau de notre cerveau, dans notre système limbique. Alors, le système limbique, il est couvert par le cortex cérébral. Ce cortex cérébral, primitif, comme toute nouvelle apparition, il va recevoir l'information de ce qui existe déjà et il voit la commande vers ce qui existe déjà, comme l'a fait le tronc cérébral par rapport à la moelle épinière. Donc, la moelle épinière reçoit l'information, donc reçoit l'information périphérique avec un réflexe qui va créer de façon automatique. Ça, c'est la fonction de base du système nerveux central, je vous le rappelle. Et donc, entre-temps, il va informer les centres supérieurs de ce qui se passe en périphérie. Alors, au niveau du cortex cérébral, on a des ondes spécifiques pour chaque fonction. Ça veut dire qu'au niveau de cette zone-là, on va voir par exemple la projection, bien l'arrivée, ou bien la terminaison des informations provenant de la périphérie, ce qu'on appelle de la sensibilité. À ce niveau-là, on va voir point par point dessiner le corps à ce niveau. À ce niveau-là aussi, on va pouvoir aussi discriminer les sensations. Cela veut dire qu'on va reconnaître la sensation, bien la sensation au chaud et au froid, la sensation douloureuse, le tact, etc. Donc tout cela est fait au niveau du cortex cérébral à ce niveau. Donc ce cortex cérébral reçoit de l'information comme on l'a dit. Alors, une autre partie du cortex cérébral plus en avant va envoyer la commande. Et là, elle va commander ce qui existe déjà. Commençons par la moelle épinière, où elle va commander la moelle épinière, soit en inhibant le réflexe, voilà, c'est un réflexe inutile, donc ce n'est pas toute stimulation, on va réagir, non, mais on peut temporiser, ou encore en action directe sur les motoneurones, c'est plutôt les organes périphériques. Donc ça peut entraîner une contraction. Comme vous le voyez ici, là, on a des éléments où on peut discriminer, on peut reconnaître, et donc à ce niveau-là, avec le cortex cérébral, apparaît la conscience. Donc c'est la conscience qui apparaît avec le cortex cérébral. Donc c'est une conscience encore de base. Puisqu'en effet, à ce niveau-là, on est toujours dans la logique de la protection du corps. Protection du corps contre les agressions, contre les agresseurs, contre les prédateurs, et aussi de protection du corps en cherchant la nourriture et en se reproduisant pour perpétuer, pour prolonger l'espèce animale en question. Donc là, on est encore dans cette logique-là de défense du corps. Alors, qu'est-ce qui va se passer plus tard? Donc, au niveau du cortex cérébral, nous avions un cerveau complètement lisse avec deux petits sillons ou trois petits sillons, là, qui vont délimiter des zones, tout simplement. Alors, ces zones-là vont être spécialisées. Cette zone, par exemple, dans la réception d'informations, dans la sensibilité, cette zone dans la motricité, c'est à ce niveau-là qu'on est la commande motrice corticale, dans ce qu'on appelle donc une commande qui est plutôt consciente par rapport à une deuxième commande qui ne va pas directement dans la moelle épinière, mais qui va agir sur ce qui existait comme commande auparavant. C'est tout ce qui est au-dessous du cortex cérébral. On va voir que ce sont des noyaux gris centraux à ce niveau-là, mais aussi au niveau du tronc cérébral, des noyaux qui avaient déjà des connexions avec la moelle épinière, qui décommandaient déjà la moelle épinière, et qu'on va appeler ça un système extrapyramidal par rapport à un système pyramidal qui est conscient.
Donc voilà le système pyramidal qui provient du cortex cérébral, donc qui est conscient. On fait des gestes et des mouvements qui sont conscients, parce qu'on veut le faire, parce qu'on a besoin de le faire, ou encore, on fait des mouvements inconscients, parce qu'on a besoin aussi de faire des mouvements inconscients lorsqu'on a, par exemple, lorsqu'on marche. Donc, tous les mouvements ne sont pas conscients, donc c'est géré plutôt par ce système extrapyramidal pour pouvoir donc alléger, si vous voulez, notre quotidien, entre guillemets. Alors maintenant, puisqu'on va plus loin de ces sillons-là, on va créer d'autres zones de traitement de l'information. Ce sont des zones qui permettent de traiter l'information de façon beaucoup plus précise et aussi d'ajouter, de comparer l'information à la mémoire qui se trouve au niveau du système limbique et au niveau du cortex cérébral lui-même aussi, et aussi de donner, de colorer, si vous voulez, l'information par l'émotion aussi. Donc là, on va évoluer de façon progressive vers des fonctions de plus en plus élaborées. Donc là, par exemple, je reçois l'information de façon brute. Stimulation à ce niveau-là arrive au niveau du cortex cérébral que vous voyez à ce niveau-là, derrière ce sillon central qu'on va le voir plus tard. Donc là, à ce niveau-là, on reçoit l'information. Lorsqu'il y a une stimulation, on va dire qu'il y a une stimulation, point. Alors, par la suite, quel type de stimulation? Là, on va pouvoir maintenant interroger la mémoire pour voir de quel type de stimulation s'agit-il. Donc là, on a besoin d'une autre structure pour dire ça. Etc., etc. Si par exemple, là, on stimule dans cette zone-là, on va voir une contraction musculaire pure et dure. Mais par exemple, pour faire un mouvement, plutôt un geste, tel par exemple une pince, là, c'est un geste qu'on fait, et nécessite l'intervention de plusieurs muscles. Et donc, on a besoin d'une zone qui va capitaliser complètement les muscles qui vont intervenir dans ce mouvement-là, ou encore tourner la tête d'un côté, de façon conjointe avec les yeux, comme vous voyez cela, sur la tête et les yeux en même temps, de ce côté-là. Donc là, il y a des zones qui sont spécifiées pour faire ça. Et donc, on évolue dans les fonctions de plus en plus complexes. Ou encore, lorsqu'on apprend des gestes à faire, tel par exemple de jouer le tennis, ou de nager, autre chose. Ça va rester comme programme et va s'ancrer dans le cortex cérébral pour développer des zones qui vont prendre en charge de façon quasi automatique plus tard ces gestes qui sont appris. Donc tout cela se fait de plus en plus en s'étendant sur le cortex cérébral. Alors le cerveau lui-même n'a pas augmenté de volume de façon considérable, mais plutôt, au lieu d'être un cerveau lisse, comme vous voyez c'est là, on va voir un cerveau plutôt hérissé et avec des plicatures et plissées, vous voyez, un cerveau plissé, et les plicatures vont augmenter la surface du cortex cérébral et donc augmenter la capacité de traitement de l'information et de générer des réponses plus précises ou encore des informations plus précises à ce niveau-là. Alors, maintenant, on avance dans l'évolution avec une apparition nouvelle, beaucoup plus importante chez l'homme, ce qu'on appelle le lobe préfrontal. Donc là, on a dans la partie antérieure de la tête, dans cette partie-là, un lobe qui se développe de façon importante à ce niveau, qu'on appelle le lobe préfrontal. Alors, c'est une nouvelle apparition, donc il n'a rien à voir avec la moelle épinière, rien à voir avec les doigts et les pieds, les oreilles, etc., mais il a à voir avec les os et les structures corticales qui sont récentes déjà. Donc, il va recevoir une information qui est très spécifique, une information très pertinente, et il va donc traiter l'information d'autre façon. Alors, à ce niveau-là, on a ce qu'on appelle un jugement. Ça veut dire qu'on va, par cette partie-là, on va juger de la pertinence d'une information, de la pertinence d'une réponse, donc pour l'effectuer ou ne pas l'effectuer. Donc, c'est le préfrontal qui détermine donc finalement notre personnalité. Et c'est le propre de l'homme. Le frontal existe déjà chez l'animal, mais il est beaucoup plus développé chez l'homme. Et donc là, on a ce qu'on appelle la conscience de la conscience. Donc on n'est pas dans la conscience animale simplement, mais on est conscient de notre vie, de ce qu'on fait, de ce qu'on veut faire. Et aussi, puisqu'elle n'a pas de liaison directe avec le périphérique,
c'est un lobe aussi de création. Parce qu'on peut créer, on peut imaginer, on peut rêver. Donc tout cela avec ce lobe préfrontal qui est le propre de l'homme. Alors, ce lobe préfrontal, c'est le lobe de jugement. C'est à ce niveau-là qu'on va juger de la pertinence d'une information et d'une action. Mais sur quelle base on va juger ça? C'est un apprentissage qui se fait le long de la vie. C'est l'apprentissage dans la société, c'est l'apprentissage dans la famille, c'est l'apprentissage dans l'école, c'est l'apprentissage aussi politique, religieux, etc. Donc tout cela va créer la spécificité de chaque individu et donc la personnalité de chaque individu. Et selon son apprentissage, selon son pouvoir et son capacité de jugement, on va voir des réactions différentes entre les personnes, entre les hommes. Et de même, pour voir un petit peu la distinction entre les deux, si par exemple, on va se comparer à un lion par exemple, un lion qui va voir une gazelle, il va sauter dessus. C'est normal, c'est sa proie. Il a besoin de sa viande pour subsister lui-même. Alors que l'homme, lorsqu'il va voir une gazelle, il va plutôt adorer la gazelle, il va adorer son allure, il va adorer son élégance, son saut, etc. Pas besoin de la tuer. Donc ça, c'est la différence entre les deux. Et ça, c'est le jugement qu'on a par le lobe préfrontal. Si on veut maintenant synthétiser la prise de décision chez l'homme, donc à partir d'un stimulus externe, même interne, comme on l'a vu, on peut ne pas avoir besoin d'un stimulus externe pour faire un comportement individuel et conscient. Donc là, ça va dépendre de deux éléments. Tout d'abord, le système limbique et donc les émotions, et aussi l'émotion et aussi l'instinct aussi, et le cortex cérébral préfrontal, et donc le jugement et l'apprentissage et la personnalité de la personne. Donc, devant une situation donnée, soit on réagit de façon réactionnelle, très réactionnelle, un petit peu animale. Donc là, on a quasiment un cortex cérébral préfrontal qui est transparent, donc il n'a pas beaucoup de pouvoir sur le système limbique. Soit on va voir un équilibre entre les deux, ce que sont des gens qui sont réalistes, donc il a de l'émotion, il a aussi une personnalité qui permet de distinguer le bon moment pour faire une réaction ou ne pas faire la réaction, ou encore on a un cortex cérébral préfrontal qui est très épais entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a un poids très important dans la prise de décision et donc il va enfuir complètement les émotions et on a des gens qui sont plutôt analytiques, calculateurs, de penseurs, etc. Voilà donc différents types de personnalités qu'on peut avoir à travers ça. Et comme vous voyez, tout cela est une sédimentation de l'évolution depuis la fonction nerveuse jusqu'au cortex préfrontal. Et donc là, le cortex de la création, de l'abstraction, où on n'a pas besoin de stimulation comme on l'avait besoin jusqu'à maintenant. Donc on n'a pas besoin de stimulation extérieure pour pouvoir créer. Mais ça reste quand même un élément important du fait que le cortex cérébral préfrontal ne fonctionne pas de façon isolée, mais il fonctionne sur ce qui est emmagasiné. Et ce qui est emmagasiné est dépendant des cinq sens, de nos cinq sens, c'est-à-dire de notre réalité. Voilà, je vous remercie.